Une secousse silencieuse a traversé le Burkina Faso lorsque deux chiffres ont surgi, un gisement colossal et un pays encore parmi les plus pauvres du monde. La découverte, enfouie sous le volcan Sangandi, promet des milliards de carats, alors que les hôpitaux manquent encore de matériel de base. Que se passe-t-il quand une terre si fragile devient soudain la nouvelle frontière des convoitises et que Ibrahim Traoré doit décider quoi en faire? Pour ce pays du Sahel, ce diamant ressemble moins à un trésor qu'à un compte à rebours. L'annonce du gisement a ouvert une promesse rare, celle de voir un pays longtemps freiné par la pauvreté accéder enfin à un levier économique capable de transformer son avenir. Pourtant, cette perspective s'accompagne d'un risque clair. Sans une gestion rigoureuse, ce diamant pourrait devenir une source de tension plutôt qu'un moteur de stabilité. Au cœur de ce moment historique se trouve une opportunité décisive pour la population burkinabé. Bâtir un modèle de gestion qui protège, répartit et valorise la richesse sans répéter les erreurs fréquentes observées ailleurs sur le continent. Mais une question persiste en filigrane. Et si la ruée mondiale vers les ressources dépassait la capacité du pays à garder le contrôle? Ce doute s'insinue dans les ministères, dans les marchés du Sahel, dans les discussions entre ingénieurs locaux. Entre espoir d'essor économique et crainte d'ingérence multiples, le Burkina Faso s'avance vers un horizon où chaque décision pèsera lourd, non seulement pour son économie, mais pour la cohésion même de sa société. Les premières analyses ont brisé le scepticisme en quelques heures. Les images satellites confirmaient une masse cristalline souterraine s'étendant sur plus de 10 km² et les forages initiaux révélaient un potentiel vertigineux dépassant les milliards de carats. Ce double constat, aussi soudain que précis, a immédiatement replacé le Burkina Faso au centre des discussions géoéconomiques. À partir de cet instant, tout a basculé. Dans les couloirs de Ouagadougou, les ministres se sont réunis en urgence, conscientes que cette découverte ne relevait plus seulement de la géologie, mais d'un bouleversement stratégique national. Les géologues chinois, jusque-là prudents dans leur communication, ont fourni un rapport technique qui renforçait la crédibilité des chiffres, tandis que les premiers échos publics faisaient déjà naître un mélange de fierté et d'inquiétude. Dans les rues, la phrase «La Terre a parlé» circulait comme un murmure collectif porteur d'un espoir fragile. Pourtant, derrière ce souffle populaire, une interrogation plus lourde se dessinait. Comment un pays encore marqué par la pauvreté, exposé aux ingérences, pourrait-il gérer une telle richesse sans la voir lui échapper? C'est dans ce climat de tension contenue que le président Ibrahim Traoré, silencieux face aux premières notifications, a commencé à percevoir la nature profonde du défi. La richesse brute n'était pas seulement une promesse, elle était une épreuve morale. Les grandes puissances, initialement dubitatives, se sont rapidement mobilisées, proposant investissements, partenariats ou concessions anticipées. Dans l'ombre, les analystes internationaux évoquaient déjà une possible malédiction des ressources, référence aux nombreux pays où la découverte de minerais avait engendré divisions, corruption ou conflits. Mais pour le Burkina Faso, l'enjeu semblait plus aigu encore. La trajectoire économique du pays pouvait être redessinée en quelques années ou au contraire se briser sous la pression d'intérêts concurrents. L'histoire, désormais, avançait plus vite que les institutions elles-mêmes, et chaque décision prise dans ces premiers jours allait conditionner les décennies à venir. Dans les jours qui suivirent, une figure devint le point d'ancrage de ce tumulte national. Ibrahim Traoré, observateur attentif d'un pays dont l'avenir venait d'être brusquement déplacé. Dès les premières réunions, il choisit une approche discrète, préférant écouter les ingénieurs locaux plutôt que les diplomates étrangers. Cette posture, presque inattendue, permit de révéler deux scènes révélatrices du dilemme naissant. La première
surgit lors d'un échange tenu dans un laboratoire improvisé près de Sangandi. Une jeune géologue burkinabé, les mains encore marquées par la poussière des échantillons, expliqua que les signaux cristallins détectés n'étaient pas une simple anomalie. À ses yeux, ce gisement représentait une occasion unique de créer une filière locale, capable d'offrir des emplois durables plutôt que de simples contrats d'extraction rapide. Ces mots, calmes mais déterminés, montrèrent que le pays possédait déjà des compétences prêtes à assumer une partie de la transformation. La seconde scène se déroula dans un quartier populaire de Ouagadougou, où un commerçant du marché du Sahel, habitué aux marges fines et aux incertitudes quotidiennes, affirma que cette découverte ne ferait sens que si elle améliorait réellement la vie des habitants. Pour lui, les diamants n'avaient aucune valeur tant que l'eau manquait, tant que les jeunes quittaient les écoles, tant que les familles vivaient dans la crainte des crises successives. Ces moments, simples mais puissants, dessinèrent un fil conducteur clair. La valeur du gisement serait jugée non par son volume, mais par ce qu'il changerait concrètement pour la population. Et, dans cette perspective, la responsabilité politique devenait verticale, immédiate et impossible à contourner. En une phrase, tout se condensait. La richesse n'avait de sens que si elle transformait des vies. La chaîne des événements s'est enclenchée dès que les chiffres du gisement ont commencé à circuler dans les ministères. Le déclencheur fut précis, les confirmations croisées entre données satellitaires et forages exploratoires. Une certitude nouvelle s'imposait. Le Burkina Faso venait de rejoindre le cercle restreint des nations disposant d'une ressource minérale capable de bouleverser leur trajectoire économique. Les premières heures furent dominées par une effervescence technique. Les équipes locales prirent position autour du volcan. Songandi, évaluant la stabilité du terrain et organisant les protocoles de sécurité. Les rapports, encore incomplets, montraient déjà que la masse cristalline s'étendait sur plusieurs kilomètres, dépassant les estimations initiales. Le climax apparut lorsque les gouvernements étrangers réalisèrent l'ampleur du gisement. Les offres d'investissement affluèrent sans délai. Certaines proposaient des partenariats rapides et sécurisés, d'autres évoquaient des concessions exclusives. Les entreprises minières internationales, fortes de leurs expériences sur le continent, tentèrent de prendre l'avantage en s'appuyant sur des arguments techniques et une logistique déjà en place. Dans ce tourbillon, Ibrahim Traoré resta étonnamment immobile, n'ouvrant aucune porte, n'en fermant aucune non plus. Son silence, plus qu'une stratégie, devint une arme. Les tensions montèrent lorsque les milieux économiques locaux comprirent que le pays pourrait basculer vers une ère nouvelle, mais aussi vers une lutte d'influence inédite. Les élites voyaient une chance exceptionnelle d'accéder à des revenus considérables, alors que les militants et les intellectuels rappelaient les précédents tragiques d'autres régions du continent. Dans des pays voisins, des découvertes similaires avaient débouché sur des conflits. Sur des sur des dettes cachées, sur des réseaux opaques de contrebande. Cette mémoire collective pesa sur les débats nationaux. Au même moment, les réunions de crise se succédaient. Dans l'une d'elles, un conseiller évoqua le risque d'une guerre d'accès. Trop d'intérêts externes, trop de pression économique, trop de convoitises surgissant au même instant. Une autre voix évoqua la possibilité de sanctions déguisées si le pays refusait certaines offres stratégiques. Le calme apparent des premières annonces cédait à la nervosité. Puis vint la phase de résonance, cette période où la découverte ne surprenait plus mais commençait à redéfinir chaque réflexion nationale. Les médias internationaux proposèrent des analyses opposées.
Certains présentaient cette richesse comme une opportunité pour tout le Sahel, d'autres comme le déclencheur potentiel d'un nouveau cycle de crise. Les journalistes étrangers arrivèrent à Ouagadougou, scrutant chaque déclaration, chaque mouvement, chaque silence. Dans le pays, la population suivait l'évolution avec une attention nouvelle. Dans les marchés, dans les écoles, dans les transports, la discussion tournait autour d'une question unique. Cette découverte marquerait-elle une renaissance ou une nouvelle forme de vulnérabilité? C'est dans cette atmosphère chargée que Traoré prononça la phrase qui deviendrait un refrain national: «Ce diamant n'est pas notre fortune, c'est notre responsabilité». L'impact fut immédiat. La découverte cessait d'être un rêve pour devenir un devoir. Et avec ce devoir, un chemin étroit s'ouvrit, fait de décisions difficiles, de calculs politiques et de risques à anticiper. La trajectoire du Burkina Faso dépendrait désormais de la manière dont ce fil d'événements serait maîtrisé, transformé et protégé. Les données chiffrées apparues dans les jours suivant la découverte ont donné une matérialité nouvelle à ce qui jusque-là semblait presque mythique. Le premier indicateur, confirmé par les géologues chinois, faisait état d'une superficie dépassant les 10 km² pour la zone cristalline. Cette étendue hors norme signifiait qu'aucune exploitation rapide n'était envisageable sans une planification de très grande échelle. La taille du gisement imposait un rythme de développement, et non l'inverse. Le second chiffre, relayé dans les rapports préliminaires, annonçait une estimation pouvant atteindre 3 milliards de carats de diamants bruts. Une telle quantité n'était pas seulement un record potentiel. Elle replaçait le Burkina Faso au niveau des géants historiques du marché, modifiant instantanément la manière dont chaque acteur international percevait le pays. Un volume si massif bouleverserait mécaniquement l'équilibre mondial du diamant. Le troisième élément quantitatif provenait d'une projection économique élaborée par le gouvernement burkinabé. Selon ce modèle, le PIB du pays pourrait être multiplié par 10 en moins de 5 ans si l'exploitation se révélait structurée, progressive et contrôlée. Cette hypothèse enthousiasma certains cercles économiques mais inquiétait d'autres, car une croissance trop rapide pouvait faire peser des tensions internes considérables. Une hausse aussi fulgurante peut fragiliser un pays si les institutions ne suivent pas. Ces chiffres, repris et commentés dans les médias locaux comme internationaux, donnèrent au débat une profondeur technique nouvelle. Les syndicats voyaient dans ces projections une chance historique de réduire les inégalités sociales. Les universitaires rappelaient que de telles données restaient conditionnées par la qualité des politiques publiques. Les observateurs internationaux, quant à eux, évoquaient la fameuse malédiction des ressources, pointant les précédents africains où d'immenses richesses avaient débouché sur des conflits internes. Dans les couloirs du pouvoir, Ibrahim Traoré réunit une équipe chargée d'analyser non seulement la valeur économique, mais aussi la portée sociale et géopolitique de ces chiffres. Son objectif était clair: éviter que ces données impressionnantes ne conduisent le pays vers une décision précipitée. Les les débats devinrent plus techniques, centrés sur les risques, les scénarios, les capacités locales et les pressions extérieures. Les experts internationaux, arrivant au compte-gouttes, dressaient des listes d'obstacles: infrastructures insuffisantes, concurrence géopolitique, risque de corruption, vulnérabilité logistique, fragilité sociale, pression démographique. Les experts burkinabés, eux, insistaient sur la nécessité de développer une filière locale pour ne pas devenir un simple fournisseur de matières brutes. Au sein de la population, les chiffres se traduisaient différemment. Les habitants des zones rurales imaginaient l'accès à l'électricité, aux soins, à des routes praticables. Les jeunes, eux, voyaient une chance de stabilité économique et d'opportunités nouvelles. Mais tous partageaient la même intuition: si ces données
n'était pas encadrée, la découverte pourrait perdre son sens moral. Plus les chiffres prenaient de l'ampleur, plus s'imposait une vérité simple. La valeur réelle du diamant dépendrait de la capacité du pays à transformer ses données en politiques durables, transparentes et résistantes aux pressions extérieures. Et désormais, chaque décision devait partir de là. Deux visions opposées se sont affrontées au sein du gouvernement burkinabé dès les premières semaines suivant la découverte. La première, portée par une partie des élites et soutenue par plusieurs partenaires étrangers, défendait l'idée d'une exploitation rapide. Selon eux, confier l'extraction à de grandes entreprises internationales garantirait une montée en puissance immédiate, une logistique éprouvée et un afflux massif de capitaux. Ils rappelaient que certains pays, comme le Botswana, avaient réussi à transformer leurs ressources en leviers économiques puissants grâce à des partenariats bien structurés. Cette voie promettait des milliers d'emplois et une insertion accélérée du Burkina Faso dans l'économie mondiale. La seconde vision s'opposait fermement à cette stratégie. Pour ses partisans, intellectuels, militants, économistes burkinabés, l'histoire africaine regorgeait de cas où des richesses naturelles avaient été exploitées trop vite, trop largement, laissant les populations locales aux marges des bénéfices. Il citait les exemples du Congo ou de la Guinée, où les contrats miniers avaient souvent profité davantage aux acteurs extérieurs qu'aux habitants eux-mêmes. Cette école plaidait pour une souveraineté renforcée, une transformation locale et une autorité minière nationale capable de contrôler la production de manière éthique et équitable. Face à ces deux blocs, le arbitrage ne pouvait s'appuyer que sur des éléments concrets. Les données disponibles, l'étendue de plus de 10 km², les milliards de carats potentiels, les projections de PIB multipliées par 10, montraient que le gisement était d'une ampleur capable de redéfinir les équilibres sociaux et politiques. Mais elle révélait aussi l'ampleur des risques. Les experts de l'ONU rappelaient que les revenus mal gérés pouvaient alimenter la corruption. Les universitaires de Ouagadougou insistaient sur la nécessité d'un cadre souverain pour éviter la dispersion des bénéfices. La position de synthèse reposait alors sur un constat simple. Ni l'exploitation précipitée, ni l'isolement total ne pouvaient ne répondre à la complexité de la situation. Le Burkina Faso avait besoin d'un modèle hybride, capable de protéger les intérêts nationaux tout en mobilisant l'expertise nécessaire. La question n'était plus de choisir entre deux extrêmes, mais de construire une voie médiane, rigoureuse et progressive qui empêcherait le pays de répéter les erreurs du passé. C'est dans cette tension que se trouvait désormais la marge de manœuvre réelle. La décision de Traoré changera tout. En annonçant la formation d'une commission nationale pour évaluer l'exploitation du diamant, Ibrahim Traoré a provoqué un véritable tournant. Cette décision, marquée par l'introduction de dimensions éthiques et sociales dans le processus d'exploitation, a secoué les milieux politiques, économiques et sociaux du pays. Alors que certains s'attendaient à un simple accord avec des partenaires internationaux, le président a choisi de prendre un chemin plus complexe mais potentiellement plus durable, une approche nationale où l'expertise locale, la régulation stricte et l'implication des acteurs sociaux étaient placées au cœur de la stratégie. Cette commission, qui devait non seulement évaluer les aspects techniques du projet, mais aussi son impact sur les communautés locales, était perçue comme une rupture avec le modèle traditionnel d'exploitation des ressources naturelles. Elle représentait un message fort. Le pays ne comptait pas céder aux pressions extérieures, mais affirmer sa souveraineté. Mais au-delà des symboles, cette décision marquait un virage décisif dans la gestion de la richesse nationale. Le Burkina Faso se retrouvait à la croisée des chemins entre la promesse d'une croissance rapide et la nécessité d'une gestion transparente et équitable. Le choix de Ibrahim Traoré d'instaurer un contrôle national sur les ressources minières
aurait des répercussions profondes sur plusieurs aspects de la société burkinabé. La première conséquence tangible résidait dans l'impact économique immédiat. Selon les projections du gouvernement, l'exploitation de ce diamant pourrait multiplier le PIB du Burkina Faso par 10, un phénomène sans précédent pour un pays historiquement dépendant de l'agriculture. Les premières estimations des géologues annonçaient un potentiel de 3 milliards de carats, ce qui pourrait générer des milliards de dollars de revenus. Cependant, si ces bénéfices n'étaient pas répartis équitablement, le risque de nouvelles tensions sociales restait élevé. Le second impact concernait la répartition des richesses. Le Burkina Faso, comme beaucoup d'autres pays africains, a vu dans les ressources naturelles une promesse de développement. Mais dans de nombreux cas, la richesse des sols s'est traduite par une concentration de bénéfices entre les mains d'élites locales ou internationales, sans retombées significatives pour la population. Dans ce contexte, les décisions politiques à venir, comme la création d'une autorité minière souveraine, étaient cruciales pour éviter une malédiction des ressources. Les syndicats locaux, qui espéraient des emplois et une meilleure qualité de vie, voyaient cette opportunité d'un bon œil. Toutefois, une mauvaise gestion pourrait entraîner une exacerbation des inégalités. Le troisième enjeu concernait les pressions géopolitiques. Dès l'annonce de la découverte, des entreprises minières étrangères avaient fait part de leur intérêt pour l'exploitation du gisement. Toutefois, Traoré, dans son approche discrète mais résolue, avait clairement indiqué que le Burkina Faso ne se laisserait pas dicter par les puissances économiques. Cette position fermée aux demandes extérieures pourrait engendrer des tensions diplomatiques, mais elle assurait aussi au pays un contrôle total sur ses ressources. Les experts prévoyaient que cette stratégie souveraine pourrait éventuellement renforcer la position du pays sur la scène internationale. Cependant, elle risquait aussi de provoquer des sanctions économiques ou une guerre commerciale avec des puissances qui espéraient un accès privilégié au gisement. Enfin, le dernier impact majeur concernait la gestion interne des ressources naturelles. Avec des milliards de dollars en jeu, la tentation de s'engager dans des accords miniers hâtifs, non régulés, était élevée. La création d'une commission nationale était un premier pas pour garantir une exploitation responsable et transparente. Toutefois, un vrai défi résidait dans la mise en place d'un cadre juridique clair et efficace, capable de résister aux pressions internes et externes. Le gouvernement burkinabé devrait jouer un rôle central pour éviter que les promesses d'une transformation économique ne soient qu'une illusion, en supervisant rigoureusement chaque phase de l'exploitation. Ainsi, la question qui se posait pour le Burkina Faso était simple mais vitale. Comment gérer cette richesse sans qu'elle ne devienne un fardeau pour l'avenir? Le Burkina Faso, sous la direction de Ibrahim Traoré, parvient à établir un modèle d'exploitation raisonné et équitable des ressources minières. La Commission nationale, en collaboration avec des experts locaux et internationaux, met en place une réglementation rigoureuse. Une partie significative des bénéfices est allouée aux projets sociaux, en particulier dans les zones rurales, où l'électricité et l'accès à l'eau potable connaissent des progrès notables. Le pays devient ainsi un exemple en Afrique, réussissant à doubler son PIB en 5 ans tout en restant maître de son destin économique. Les tensions internes, bien que présentes, sont en grande partie maîtrisées grâce à la transparence des processus. L'approfondissement des réformes administratives et des infrastructures locales transforme la situation en une opportunité pour le développement durable, attirant des investissements à long terme. Les élites locales et internationales trouvent un terrain d'entente pour travailler ensemble, sous condition de respecter l'autonomie du pays. Ce scénario repose sur une gestion prudente des ressources, où chaque décision est validée par une consultation publique. La leçon clé: l'intégrité institutionnelle et la transparence sont les clés de la réussite. Dans le scénario optimiste, le Burkina Faso va au-delà des attentes.
Non seulement le gisement de diamants booste l'économie à un rythme rapide, mais le pays s'illustre comme un modèle en matière de transformation locale. L'État burkinabé met en place une chaîne de transformation des diamants, permettant aux Burkinabés d'en tirer une valeur ajoutée avant l'exportation. Les emplois directs et indirects créés s'élèvent à des centaines de milliers. Cette explosion de richesse est accompagnée d'un développement social rapide. Les investissements dans l'éducation, la santé et les infrastructures améliorent la qualité de vie des populations. En matière de gouvernance, le pays gagne en stabilité, attirant des partenaires internationaux de manière équilibrée, sans sacrifier sa souveraineté. Les communautés locales bénéficient directement de l'exploitation, avec des programmes de partage des bénéfices, tout en évitant les pièges de l'exploitation extractive. Ce scénario est le plus favorable, mais il repose sur un engagement solide des acteurs gouvernementaux et privés pour garantir une gestion responsable des ressources naturelles. Le scénario pessimiste envisage une gestion chaotique des ressources. Ibrahim Traoré, malgré ses efforts, n'arrive pas à concilier les intérêts locaux et étrangers, et une partie des bénéfices finit par être détournée. L'absence de régulation efficace entraîne une augmentation des inégalités et des tensions sociales. Les investissements étrangers accaparent rapidement les meilleures concessions, tandis que les entreprises minières se retrouvent à exploiter les ressources sans aucune considération pour l'environnement ou la population. Ce modèle conduit à des conflits internes, notamment entre les élites locales qui cherchent à s'accaparer une part des revenus miniers. Les institutions sont rapidement submergées par les pressions et l'économie finit par stagner. L'image du pays est ternie par une malédiction des ressources, où le peuple burkinabé ne bénéficie que marginalement de l'exploitation de son patrimoine. Ce scénario pourrait aussi entraîner des sanctions économiques, les puissances internationales prenant des mesures contre un pays jugé trop indépendant dans sa gestion. La leçon ici, le danger réside dans l'absence de vision claire et de régulation efficace. Le Burkina Faso se trouve aujourd'hui à un moment décisif et cette décision ne concerne pas seulement Ibrahim Traoré ou les élites du pays. Chacun de nous, à différents niveaux, doit se poser une question. Comment une ressource naturelle peut-elle influencer non seulement l'économie, mais aussi l'avenir de nos sociétés? Pour les jeunes burkinabés, cette découverte pourrait être la promesse d'un avenir meilleur, où les opportunités économiques ne seraient plus réservées à une élite éloignée des réalités locales. Pour les militants et les intellectuels, la situation actuelle soulève une question éthique. Comment garantir que ces richesses profitent véritablement au peuple sans tomber dans les pièges de la corruption ou de l'exploitation externe? Pour la communauté internationale, le défi réside dans le respect de la souveraineté des nations africaines, tout en favorisant un partenariat juste et équitable. Le Burkina Faso, à travers cette décision, a l'opportunité de montrer qu'une gestion responsable des ressources naturelles peut non seulement éviter les erreurs du passé, mais aussi servir de modèle pour d'autres nations en développement. Cependant, ce changement ne sera pas facile à mettre en place. Les questions éthiques, politiques et économiques qu'il soulève concernent chacun d'entre nous, car elles redéfinissent la manière dont nous voyons la gestion des ressources, la richesse et le développement à une échelle globale. La question fondamentale reste la même. Comment réussir à transformer cette découverte en un levier de progrès collectif? Ce n'est pas seulement une question de diamants, mais d'avenir partagé. Selon les acteurs concernés, le gouvernement du Burkina Faso, et en collaboration avec des experts juridiques et économiques, il s'agit de rédiger et adopter une législation nationale sur les mines, assurant que toutes les activités d'extraction respectent les règles de protection de l'environnement et d'intérêt communautaire. Cela doit se faire dans les 6 prochains mois afin de pouvoir commencer les étapes suivantes rapidement,
L'évaluation repose sur évaluer l'efficacité par le nombre de lois adoptées et mises en œuvre dans les délais. Selon les acteurs concernés, le gouvernement et des experts en ressources naturelles locales, incluant des représentants des communautés. Il s'agit de créer une commission indépendante pour superviser l'ensemble du processus d'extraction et de distribution des bénéfices des mines de diamants, en garantissant la participation des parties prenantes, y compris des organisations civiles et des leaders communautaires. Cela doit se faire dès l'adoption des lois dans les 3 mois suivants. L'évaluation repose sur le nombre de réunions publiques et de mécanismes de surveillance établis selon les acteurs concernés, le gouvernement, les organisations civiles et les populations locales. Il s'agit de redistribuer les bénéfices tirés de l'exploitation minière de manière transparente, avec un pourcentage important alloué au développement des infrastructures et des services publics, santé, éducation. Cela doit se faire dès la première année d'exploitation. L'évaluation repose sur le nombre de projets d'infrastructures lancés et le niveau de satisfaction des communautés par des sondages. Selon les acteurs concernés, le gouvernement et les organisations internationales de développement. Il s'agit de investir dans la construction d'infrastructures telles que routes, électricité, écoles, en particulier dans les zones rurales proches des mines. Lancer des programmes de formation professionnelle pour permettre aux populations locales de participer à l'extraction et à la transformation des diamants. Cela doit se faire dans les 2 ans suivant la signature des contrats d'extraction. L'évaluation repose sur le nombre de personnes formées et le taux de participation aux métiers liés à l'extraction. Selon les acteurs concernés, les agences de surveillance indépendantes et les organisations internationales. Il s'agit de mettre en place un système de suivi continu pour évaluer l'impact de l'exploitation sur l'environnement et l'économie. Ajuster les politiques en fonction des retours et des résultats des évaluations. Cela doit se faire dès que les étapes précédentes sont mises en place. L'évaluation repose sur les rapports de surveillance réguliers et le nombre d'ajustements politiques effectués en fonction des résultats du suivi. Lorsque Ibrahim Traoré se tient face au gisement de diamants sous son Gandhi, ses yeux ne sont pas remplis de joie ou d'exubérance. Au contraire, il y a une profonde réflexion sur la lourde responsabilité que son pays doit porter. Un pays longtemps marqué par la pauvreté, une société qui a perdu beaucoup d'opportunités, se retrouve désormais face à une chance unique de transformer son destin. Mais cette chance, comme une épée à double tranchant, pourrait aussi détruire tout ce qui a été construit. Ce qu'il voit, ce sont les poids de cette découverte, et la façon dont cette richesse peut soit renforcer l'unité nationale, soit détruire tout ce que le pays a de plus précieux. Dans ce monde où tout semble possible, ce n'est pas seulement une question de découvrir un trésor, mais de l'utiliser pour améliorer la vie de chaque citoyen. Lorsque le pays fait face à son destin, une seule question demeure. Burkina Faso deviendra-t-il un modèle ou une simple répétition de l'échec des autres? Le Burkina Faso se trouve aujourd'hui à un tournant décisif, une occasion non seulement d'exploiter ses ressources, mais aussi de se redéfinir en tant que nation. La question n'est pas seulement de savoir si ces diamants peuvent enrichir le pays, mais si le peuple burkinabé pourra décider de son avenir, plutôt que de le laisser entre les mains des puissances extérieures. Nous pouvons regarder ce qui se passe aujourd'hui et nous poser la question, est-ce que ce moment marquera le début d'un nouveau chapitre d'espoir ou simplement une répétition des erreurs passées? Alors, qu'en pensez-vous? Comment pouvons-nous tous aider le Burkina Faso à franchir ce cap vers une nouvelle ère tout en préservant son identité et ses valeurs? Partagez vos réflexions et engagez-vous dans cette conversation. Ensemble, nous pouvons trouver la voie à suivre. Que pouvons-nous faire pour garantir que les ressources de ce pays servent véritablement à ses citoyens?